Il est 11h15, donc on est parti pour cette quatrième session sur article. Donc nous avons la chance d'avoir donc trois interventions sur cette session qui se nomme Apport réflexif sur la ludopédagogie. Donc nous commencerons par Pascal, Véronique et Patrick sur Je ne joue pas, maman, j'apprends, le pouvoir fictionnel du jeu sérieux dans l'enseignement du management. Ensuite, nous aurons Pierre de bons jeux pour de mauvaises preuves, des mauvais jeux qui prouvent bien et le pire des deux. Je ne me suis pas trompé, ça va. Et enfin, troisième avec Samé Ikram Afef, qui nous parleront de la formation des formateurs en ludopédagogie entre le jeu et le sérieux. Quelle retombée! Donc, merci à vous toutes et tous. Pascal, je me tais et je te laisse la main. Hop, eh bien, merci Philippe. Et puis ravi bien sûr d'être là pour cette deuxième journée. On apprend énormément de choses. Je vais vous parler bien rapidement, effectivement, bien sûr, de jeux, de serious games notamment, liés au management. Alors j'ai fait mon support anglophone pour nos amis anglophones, justement. Je peux faire les deux, mais c'est bien de penser un petit peu à eux. Alors, l'histoire que je vais vous raconter là, effectivement, c'est celle d'une application, d'un jeu de management. Et l'idée, c'était de se rendre compte, finalement, quand on a creusé ce projet avec Véronique et Patrick, c'est de se dire, tiens, on met en fiction du réel. On met en fiction dans des serious games, des jeux de management, des choses qui sont supposées être le réel de la future entreprise, du futur job de nos étudiants. Et cette notion de fiction et de réel, en quoi finalement ça les aide à rentrer complètement dedans, en quoi ça les aide à s'engager, comment ils se préparent à cet engagement dans le jeu, qu'est-ce qu'ils en ressortent, est-ce que ça leur plaît, est-ce que ça leur paraît utile, est-ce que ça fonctionne pour eux. Donc on s'est posé ces questions-là et on a eu une belle opportunité, celle d'un jeu inter-IAE, dans le réseau des IAE, qui s'est déroulé en janvier et qui a vu la participation de plus de 500 étudiants. Donc ça s'est très bien passé, on a pu sortir de ça beaucoup de choses, beaucoup de résultats. Alors, on est en train de les fouiller, de les travailler en ce moment. Alors pour démarrer, je dirais qu'évidemment, mais ça on le sait, je crois tous et toutes ici, c'est que le jeu, la fiction, l'imaginaire, c'est pas quelque chose de nouveau. Yuval Harari, dans pas son dernier, mais l'avant-dernier bouquin, Une brève histoire de l'humanité, disait justement ceci, c'est que avec l'émergence de la fiction, finalement, tout le monde peut, dans un univers commun, se recréer une réalité et mettre en place des normes et des valeurs communes. C'est-à-dire que la dichotomie fiction-réel, elle n'a peut-être pas tellement d'intérêt que ça, ou au contraire, elle doit être liée, ces deux facettes d'une même vision du monde, d'une même manière de se représenter le monde, peut-être de manière plus ouverte, parce que par essence, nous avons besoin de ce type de construction pour interagir et pour interagir ensemble en particulier. Alors, partant de cette idée-là, on a creusé cette notion de fiction et on l'a creusé en se disant peut-être que ces barrières, comme le disent Germain et Laifi là récemment, peut-être que ces barrières-là, comme cela, sont un petit peu blurées, un petit peu troublées, et notamment dans ces fictions managériales ou ces visions managinaires, comme l'a dit un sociologue d'ailleurs, que l'on essaie d'appliquer dans nos activités pédagogiques. L'idée étant d'ailleurs de pouvoir se dire, voilà, sous quelles conditions est-ce que ça fonctionne, sous quelles conditions on peut se dire, bah, tiens, mes étudiants rentrent bien dans le truc, mon application, Philippe disait tout à l'heure, en fait, les jeux, c'est une manière d'appliquer des concepts et des outils, de les mettre à l'épreuve du réel et de l'action. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on rentre bien dans l'objectif pédagogique lorsqu'on est étudiant, objectif designé par ces enseignants et ces formateurs qui veulent nous faire jouer finalement. Nous voulons comprendre les leviers de cette implication, comment on rentre dedans, comment on se prépare en équipe aussi. Quelques questions qui ne sont pas nécessairement extrêmement creusées dans la littérature, de l'entrée dans le jeu, de la préparation mentale, la préparation physique, la préparation d'équipe, etc. Et finalement, de voir si le jeu est pris sérieusement avec, bien sûr, les effets que l'on peut en attendre. Alors, la fiction dans le management, sans faire un état de tout ce qu'on a pu trouver, vous pourrez voir dans le papier un petit peu plus loin, c'est effectivement complexe de qualifier de fiction, de réalité, une situation d'interaction. On pourrait avoir plusieurs fictions possibles d'ailleurs. Quelques auteurs nous disent notamment, celui-ci était déjà cité hier, que plusieurs fictions sont possibles. Une fiction, c'est une sorte d'œuvre d'art
qui va mettre en scène un univers imaginaire. Et on vient de voir d'ailleurs tout à l'heure avec Frédéric que ces univers peuvent être imaginaires, peuvent être très réels aussi, puisqu'ils font référence à l'histoire ou d'autres, à des mondes complètement élaborés. Et le jeu peut être une de ces créations élaborées, justement. Une sorte, comme l'a dit Schaeffer, une sorte d'enclave, une province non sérieuse qui est enclavée dans la vie sérieuse. Et le jeu immersif permet finalement de nommer une fiction qui crée de l'expérience. On suspend ce sentiment de réalité, on essaie de sortir du monde dit réel pour rentrer dans un monde qui peut être réaliste, c'est-à-dire qui pourrait avoir les conditions du réel. Et si je pense à l'étudiant, c'est de se dire, ce sera peut-être votre futur demain, ce sera peut-être votre réalité demain, mais ça ne l'est pas encore. Donc, il y a une certaine attente de nous tous, bien sûr, de créer les conditions du réel, tout en n'en ayant pas les dangers quelque part. Alors, en cela, j'ai déjà évoqué cette notion qui nous intéresse, c'est comment on rentre, comment on s'engage, comment on s'implique dans le jeu. L'engagement, c'est un concept dont on connaît plusieurs visions, plusieurs versions. On va retenir celle-ci, c'est notamment cet état d'engagement, de motivation, hein, qui va définir un degré d'énergie qu'on va allouer dans l'action. Et l'idée, c'est que le business game, notamment, cette particularité, cette catégorie particulière de jeu, va proposer des séquences fictionnelles, hein, une simulation qui va être cohérente avec un environnement professionnel choisi dans le futur, qui va permettre de mettre en acte finalement des choses que l'on souhaite demain faire en tant que professionnel. Mais on n'est encore qu'un débutant. Donc en fait, c'est qu'on va chercher à formaliser un système d'action qui va pouvoir engager l'acteur apprenant. Il n'est plus qu'apprenant, il est actif et il se dit, tiens, je me projetterai bien effectivement dans cette vision-là. Donc je vais essayer d'être cohérent en tant qu'apprenant comme un futur acteur pertinent, efficace. Alors, dans cette notion, bien sûr, de jeu, gamification, c'est important, ça on connaît bien aussi, je vais passer rapidement là-dessus. L'idée, c'est que la gamification qui va transformer en jeu ce qui n'est pas un jeu a priori, va justement pouvoir proposer une situation ludique d'apprentissage. Mais les questions qui se posent dans notre question de recherche globale, c'est justement quel impact ça va avoir sur l'engagement joueur. Quelle est l'importance de cet engagement sur son efficacité ou sur son efficience, hein, dans le jeu, et sur l'efficience même du jeu d'ailleurs, et pas simplement des participants dans le jeu. Et puis, quel est ce rôle de la relation homme-machine, en particulier puisque en situation actuelle, d'autant plus on est à distance et on a utilisé aussi une plateforme distante pour jouer. Quel est donc ce rôle-là de cette interface particulière sur la motivation et sur la coopération dans l'action, sur cette production d'une connaissance qui est coopérative, puisqu'on joue en équipe, on joue contre d'autres équipes, mais au global, on apprend tous ensemble. Donc ça fait partie des quelques questions qu'on s'est posées. Il y en a d'autres. Je vous montre finalement un aspect de cette recherche qu'on va faire tourner pendant quelques années. Mais c'est effectivement des questions qui nous paraissent tangibles finalement. On veut les faire rentrer dans un jeu, oui, mais d'accord, mais et eux? Comment ils rentrent effectivement? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils en pensent quelque chose au préalable ou est-ce qu'ils rentrent comme ça intuitivement, de façon assez libre et assez ouverte? Alors, comment est-ce que ça s'est passé, notre design de recherche? Eh bien, donc en janvier 2021, dans le réseau des IAE, on a eu tous cette proposition de venir faire ce jeu. C'est un jeu de marketing international. Je vais vous en montrer une petite interface très rapidement. Ça s'est en fait très, très bien déroulé. Il y a eu plus de 500 étudiants participants dans de 28 IAE. Ça s'est déroulé donc un jeudi de janvier, de 17h à 23h environ, 3 lancements, plus de 120 équipes. Bref, ça s'est fort bien passé. C'est une de nos premières, pas surprises, mais je dirais constat agréable, c'est qu'ils étaient vraiment très présents et ils avaient envie de jouer alors qu'on les abreuve en ligne, de visiocours et de visioconférences depuis près d'un an. Et on a fait une étude en 2 temps, juste avant et juste après le jeu. 452 réponses avant, 343 juste après, sur différents points, sur justement leur préparation, leur envie de venir dans le jeu, de leur volontariat ou pas, comment ils se sont préparés, comment ils se sont organisés, le type de leadership dans le jeu, etc. Puis après coup, la perception du jeu. On a utilisé d'ailleurs l'échelle de Guattari et Anne-Marie sur l'utilité, la facilité et le plaisir dans le jeu. Échelle qui a donné de bons résultats là encore. Et on les a fait parler, on a eu quelques questions ouvertes, notamment sur ces aspects-là, d'utilité ou de facilité, etc. Donc, quelques-uns de ces éléments, bien sûr, que je vais vous montrer là, juste tout à l'heure. Alors, le jeu en question, c'est un jeu de la société Césim, société finlandaise.
qui marchent plutôt bien. Moi, je les connaissais déjà d'avant. Dans une autre vie, dans la formation commerciale, je les ai déjà utilisés. L'idée est très simple. Vous dirigez une entreprise, vous prenez la direction d'une boîte qui fabrique du téléphone mobile. Hein, ils aiment bien le doudou, nos étudiants, donc c'est un produit qui leur parle. Le design est assez simple. Le produit, d'ailleurs, proposé est lui aussi avec quelques caractéristiques assez simples. On ne va pas faire des choses extrêmement complexes. Ce n'est pas le but, ce n'est pas des techniciens du téléphone. Et ils doivent lancer leur produit en Europe et ou en Asie. Ils ont 4 rounds dans ce choix. Le jeu est configurable sur tout un tas d'options. Il peut donc justement se jouer en ligne ou en présentiel. On pourrait le faire sur 3 jours, par exemple. Bref, nous, on a choisi bien sûr une soirée avec 4 rounds, chacun représentant une année. Un round, c'est 1 heure, plus 1 heure au préalable pour bien s'approprier la plateforme. Voilà. Donc, sur une soirée, ça a donné 4 années successives. Et le résultat final du jeu, d'ailleurs, est quantifié par un indicateur fort, c'est le cours de l'action de l'entreprise. Mais on peut décliner ça aussi avec tout un tas d'autres éléments, puisque ça peut permettre de valoriser la compréhension du management d'entreprise au global. Il y a du compte de résultats, il y a du design, bien sûr, mais il y a surtout des aspects marketing. Donc, tous les éléments du mix marketing sont vus, etc. Bref. Vous voyez qu'on peut décliner les résultats sous bien des formes. Et nous, dans les résultats, on a cherché d'ailleurs aussi d'autres choses. Puisque si on parle d'implication, on a voulu voir comment ils se connectent, comment ils interagissent, etc. Je vais y venir. Alors, sur nos résultats, plusieurs éléments que l'on peut faire ressortir là. Là, vous voyez d'ailleurs des petits graphismes du questionnaire, comme je l'avais designé, histoire d'être aussi un peu dans le ton, quelque chose un petit peu plus sympathique qu'un questionnaire un peu froid. L'essentiel sont des étudiants de master, la moitié d'ailleurs de master 2, et puis un petit 5e venant de licence. 30% environ donc, de management international dans les spécialités, un quart de marketing et de vente, et puis un quart de management plus généraliste ou de MAE, par exemple. Et puis, troisième élément, c'est qu'une bonne moitié ont déjà eu une expérience de serious game dans leur éducation, dans leur enseignement, mais juste un quart, finalement, ont déjà eu l'expérience d'un jeu en ligne. Donc ça, c'était un élément également intéressant sur le background un petit peu de ces 500 et quelques joueurs. Juste oui, quand même, mentionne un petit point, c'est qu'une bonne moitié étaient des femmes, une petite moitié étaient des hommes. Ça, c'est pas inintéressant pour la suite. On verra que le genre peut avoir un petit effet sur quelques éléments, sur quelques variables. Alors, sur la préparation, on leur a posé pas mal de questions. Le questionnaire était relativement rapide à faire. C'était environ 6-7 minutes avant le jeu et à peu près autant après le jeu. Donc, ça déroulait bien. Et on leur a posé des questions sur donc, leur préparation, comment ils se sont choisis, s'ils se sont choisis, les profils, etc., etc. Et on a aussi collecté grâce à la plateforme, et Céline nous a vraiment beaucoup aidé pour ça, les temps de connexion réels, à la seconde près. Les temps avant de rentrer dans le jeu, les temps pendant le jeu, et individuellement comme collectivement. Donc, ça nous a donné des variables qui pouvaient montrer un certain nombre d'éléments. On s'est rendu compte, donc, les éléments que vous voyez en rouge ici, qu'avant de rentrer dans le jeu, finalement, 40 et quelques pourcents ont passé moins de 30 minutes à se renseigner sur les documents, hein, à apprendre le jeu et la plateforme via tous les documents et outils mis à disposition. Et un peu plus de 38% y ont passé au moins 45 minutes. Donc, déjà, grande variation sur la manière de se préparer. Faire connaissance avec la plateforme, ils pouvaient la tester avant. Un peu plus de la moitié l'ont fait, mais moins de 30 minutes aussi. Donc, on voit qu'ils ne sont pas tellement rentrés dans de la préparation concrètement parlant. Au niveau des organisations, beaucoup venaient du même IAE. Certains ont été inscrits d'office pour leur classe, par exemple, c'était le cas de la mienne, puis d'autres sur la base uniquement du volontariat, et certains se retrouvaient un petit peu seuls et on les a affectés à différentes équipes. Un peu moins de la moitié se sont choisis par profil. Et on a eu ce calcul là, de se dire, tiens, toi, tu es meilleur en marketing, toi, tu seras plutôt stratège, toi, tu compteras, hein, toi, tu es bon pour les chiffres, etc. Donc, une petite moitié quand même qui avait ce type de choix. Et de la même manière, très peu, vous voyez, 17,2%, ont réfléchi à des stratégies de jeu au préalable. Et en fait, ce qu'ils nous ont dit beaucoup, notamment les questions ouvertes, c'est que, notamment ce qu'ils ont apprécié, c'était que c'était bien cadré. Le jeu n'est pas si facile que ça, d'ailleurs, à manipuler, etc. Ça leur prenait un petit peu de temps, mais ils ont découvert au fil de l'eau et ils ont apprécié de le faire ensemble. Globalement, l'organisation leur a paru très, très satisfaisante, mais comme ils le disent de même, l'un dans les verbatims que vous voyez là le dit de même, nous, on a été très technique, on a employé finalement un modèle assez agile. Mais ce qui a compté, dit une autre équipe, c'est qu'on a beaucoup communiqué entre nous et on a été très bienveillants.
Donc, finalement, ils rentrent dans le jeu en se préparant plus ou moins. Ils ont plutôt l'habitude d'appliquer comme cela des outils variés pédagogiques sur du business, sur du management, sur le marketing. Et pour autant, c'était un peu nouveau. Et ils y sont rentrés assez tranquillement. Ce qui, quelque part, est rassurant, je trouve, parce qu'ils ont été très participatifs, alors qu'encore une fois, en période de janvier, on était en pleine pandémie, en pleine visio-cours, etc., à haute dose. On se disait, bon, ils en auront peut-être un petit peu marre, on commence le soir, ça finit tard. Eh bien non, ils étaient contents d'être là, ils étaient contents de se retrouver. Et ça a fait partie, je dirais, des feedbacks positifs. Le jeu est bien organisé, c'est une plateforme qui tourne bien. Donc, ils arrivent vite à rentrer dedans. La première heure, je dirais, de test leur a permis ça. Mais surtout, c'était le fait de le faire ensemble et le fait d'être ensemble et de participer à quelque chose de collectif. Sur l'organisation et les rôles, justement, il y a des équipes qui sont un petit peu plus impliquées, puis d'autres qui étaient un peu plus sur l'aspect ludique. Certains nous ont dit, nous, on a travaillé avec l'instinct et l'intuition. D'autres ont dit, mais nous, on a appris au fur et à mesure. Ceci, par exemple, à chaque round, on a fait une analyse du jeu, puis on a amélioré. Et on voit d'ailleurs les courbes de résultats. Nous, on peut suivre toutes les courbes et eux ont leurs courbes. Et dans leur univers de jeu, il y a 3 univers pour répartir les 120 et quelques équipes. Dans leur univers, ils peuvent suivre les concurrents. Ils se tirent la bourre, bien sûr, c'est l'objectif. Donc, on voit des stratégies quand même très, très différentes. Ce qui ressort par contre, c'est aussi le fait d'avoir eu une ambiance amicale. Certains se sont retrouvés dans leur colloque pour jouer et ils ont créé en fait des équipes de colocataires parce que c'était le moment de faire quelque chose ensemble. Un autre point qu'ils ont souligné, c'est le rôle des coachs. Et ça a été apprécié. On était une vingtaine d'enseignants-chercheurs, on était un peu des parrains, des facilitateurs, des soutiens. Et donc avec une ambiance vraiment bienveillante et détendue, ce n'était pas faire du score, même pour nos propres équipes. Ça aussi, ils l'ont souligné. J'ai utilisé des échelles en 5 points, échelle de Vickers. Philippe disait 4 points, et c'est vrai que nous, on était sur 5 points. Le médian n'était pas tellement utilisé. C'était plutôt, on est content. Vous nous avez aidés. Ça a créé quelque chose, ça a créé un esprit assez sympathique. Donc, quelque chose de très collégial. Sur leur communication et leurs décisions, ce qui a été intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a une remontée forte sur les éléments de communication. Il y avait une question ouverte sur cela. Et en fait, dans ces temps de surabondance de visio, en fait, ils emploient beaucoup d'outils. Ils font du Snap, ils font du WhatsApp, etc. Ils avaient systématiquement ou presque mis en place un outil, en plus du forum qui existait ici et du chat qu'on pouvait avoir via la plateforme, mais leur propre outil de communication en live, pour pouvoir être connectés en permanence, 4 heures, 5 heures s'il le faut, quelle que soit la distance. Ceux qui étaient dans leur même appartement, ok, très bien, mais pour les autres, de rester connectés en permanence, de se parler. Et ça, c'est ce qui est ressorti. Ils avaient envie et besoin de se parler pour prendre des décisions, certes, mais pour discuter de tout cela finalement. Les facteurs personnels, ça a pu jouer. L'un qui dit, moi j'ai pris en charge des décisions, les autres ont étudié le marché, nous on a nommé des experts, etc. On voit une variété comme ça d'organisation, mais de ce goût du collectif et de la prise de décision collective, assez démocratique, disent certains. Oui. Donc la notion de stratégie, tous ces éléments assez froids, je dirais, qu'on peut leur enseigner, mais je ne sais pas vous dans vos cours, mais nous on insiste aussi là-dessus, c'est vous, c'est les personnes qui ont joué, c'est l'humain, disait à un moment Antoine, je crois, ce matin. Voilà, on travaille sur l'humain et c'est ce qu'on leur a dit aussi. Faites-vous plaisir, rentrez dans le jeu, vous avez des scores à atteindre, mais c'est vous en tant qu'équipe aussi qui allez compter. C'est ça qui sera aussi votre métier demain, c'est de travailler avec les autres, de travailler en équipe. On n'a pas eu besoin de leur redire, en fait. C'était vraiment ça qui leur a fait plaisir. Et on l'a vu d'ailleurs dans le débrief du jeu, où ils étaient très présents, alors qu'il était 11 heures passées du soir, et ça a été un petit peu la fête et l'échange et la rigolade, même malgré certains scores très bas par rapport à certains scores très hauts. Alors, je vous passe rapidement 2 tableaux là, avec quelques données. On est en train de travailler pour un futur papier justement sur quels indicateurs jouent sur quoi. Sur les éléments externes, comme on voit ici, donc est-ce qu'on a travaillé en apprenant un peu comment fonctionne l'outil, la plateforme, est-ce qu'on a travaillé les documents, est-ce qu'on a recherché des infos externes, etc. On voit qu'il y a quelques items qui ont pu influencer un peu. L'IAE d'appartenance, il y a eu des IAE d'ailleurs très massivement présents, 6 IAE sur les 28 qui représentaient une grande part des équipes, ils sont vraiment investis massivement. Le niveau, licence, master, ou la spécialité, ça a pu un peu jouer. Mais ce qu'on voit surtout, et je les ai mis en rouge foncé, et puis les qui sont beaucoup plus pertinents, c'est qu'en fait, on voit que ça a joué sur le fait d'être volontaire, sur les choix, les différents choix. On s'est choisi dans l'équipe, on s'est choisi dans la même classe, on a choisi des profils. Ça peut être influencé par effectivement certains IAE qui semblent avoir en tant que groupe ce type d'état d'esprit, leur niveau.
les Master 2 ont été plus investis dans ce genre de choses. Leurs spécialités, les deux que je soulignais comme plus présentes en management international, marketing, ont eu des scores plus intéressants aussi sur ces bases-là, étaient plus volontaires que les autres. Au niveau âge, une petite différence, c'est-à-dire que je dirais les un peu plus matures, ça se corrèle avec le niveau licence master, de la même manière, se sont organisés de manière un peu plus pertinente, visiblement. Donc, vous voyez que sur ces éléments de préparation, bon, on a quelques critères qui peuvent ressortir et des influences de caractéristiques personnelles. On va creuser encore un petit peu ça. Une petite dernière page de résultats sur justement l'échelle de Guattari et Amari, utilité, facilité et plaisir. Ben, on voit que les éléments de choix ont pu influencer. On en voit 3-4 ici. Même ceux qui disent oh non, moi j'ai pas choisi l'équipe, mais j'ai pris plaisir. Je pense à une équipe d'ailleurs que je connais bien. Ils ont fait un score absolument minable, mais alors ils se sont vraiment bien amusés. Donc ça a pu jouer. Et Une puis, minute, Pascal. Ouais, Une eh minute. ben, j'ai quasiment terminé. Je ne vais pas vous passer toutes les diapos, j'ai 2-3 autres éléments. Mais c'est vraiment cette idée que le plaisir de participation, ça, c'est ressorti. Et utilité, facilité, plaisir, vous voyez que l'échelle est influencée par pas mal de choses. Le genre, les dames ont été vraiment pertinentes. Les garçons ont été un peu plus à scorer, mais sur la facilité et le plaisir, eh ben, ce n'est pas nécessairement eux qui ont été les meilleurs. Alors, pour terminer, justement, je vais aller sur les étapes. Qu'est-ce qu'il nous faut faire maintenant? On va le reproduire. Il est prévu en janvier 2022 de continuer. Donc, on va le refaire. On va participer activement. Vous êtes, bien sûr, si vous êtes en IAE, tous invités à le faire. Vous aurez l'info. Nous, on va aller plus loin dans cette recherche. Donc, redupliquer l'étude et la faire sur d'autres supports. Hein, donc, appel est ouvert. On va améliorer nos instruments de mesure. L'échelle facilité, utilité, plaisir, on peut peut-être la compléter d'autres éléments. En tout cas, elle est pertinente. Elle s'est révélée tout à fait fiable. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est aller plus loin dans l'analyse de discours. On a des questions ouvertes, mais on veut aller plus loin sur des interviews un petit peu plus approfondies. Voilà. En tout cas, ça s'est révélé vraiment, vraiment intéressant à tout point de vue pour tous les participants. Et évidemment, ça ne vous surprendra pas, ça ne peut que prêcher pour l'utilisation de jeux pour enseigner des choses très sérieuses. Où est la fiction? Ça, je n'arrive pas encore à répondre à la question. En tout cas, si vous avez des questions, évidemment, j'y suis tout à fait disponible. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Pascal, pour cette présentation. Alors, il y a effectivement quelques questions et ce que tu as dit à la fin, oui, la question, oui, la fiction. Mais il y a eu deux questions. Donc, j'en ai reçu une qui parle de ça, finalement. Alors, c'est pas où est la question, c'est quel niveau de fiction. Parce qu'en fait, la fiction, depuis le début du colloque, on l'a vu de deux manières, enfin, au moins de deux manières, dans un monde imaginaire, totalement imaginaire, à la poursuite de dragons, et fictionnel dans le sens où les étudiants qui ont joué au business game ne vont peut-être pas aller dans un univers de vente de téléphone. Et donc, c'est fictionnel dans le sens, c'est un monde qui ne les intéresse pas, où ils n'iront pas. Donc, la question que j'ai reçue, c'est est-ce que tu penses que la fiction, dans le premier sens que je viens de dire, donc plutôt dans des mondes imaginaires, aurait changé la donne? Qu'est-ce que tu en penses? Donc ça, c'est la première question. Donc au lieu de vendre des téléphones, est-ce que vendre des potions magiques, ça aurait changé quelque chose? Ton avis? Et puis la deuxième, et tu as commencé un petit peu à y répondre, euh, plaisir versus performance. Parce qu'on a bien ressenti que ce que tu as fait, ce que tu nous as montré, c'est qu'au-delà de l'aspect sérieux, il y a eu besoin, qui est tout aussi sérieux d'ailleurs, le plaisir. Hein, on dit que c'est pas sérieux, mais c'est par rapport à la question où je me mélange un peu. Mais l'idée, c'était que on a ressenti beaucoup de plaisir de la part des étudiants qui ont participé à cette activité. Donc, ils sont venus peut-être plus chercher ça que l'acquisition de connaissances ou de compétences. Donc, est-ce que vous avez ressenti une opposition plaisir-performance, ou est-ce que les équipes qui sont le plus éclatées ont aussi été les plus performantes? Après, dans performance, c'est pareil, qu'est-ce qu'on y met? Voilà, c'est ces deux questions un peu pièges, mais c'est plutôt pour ton retour. Et ensuite, il y en aura encore au moins une que je prendrai dans le chat.
Oui, alors non, non, c'est pas une question piège, au contraire, c'est tout à fait pertinent. Pourquoi? Parce qu'on se pose beaucoup là où les questions. Alors pour reprendre ta première, ben, moi j'aurais tendance à dire oui, un univers très fictionnel pourrait très bien marcher. Parce que je vais reprendre complètement ton argument que je fais totalement mien, que tu as eu plus tôt, c'est de dire que en montée en puissance, pour des étudiants, je dirais plus néophytes, avoir un univers totalement décalé peut leur permettre de rentrer complètement dans un jeu, au lieu d'éléments techniques ou des gens plus chevronnés, par contre, ont besoin de s'y retrouver. Et je vais faire référence d'ailleurs à deux cas très simples en 10 secondes. J'ai pratiqué dans une autre vie avec des forces de vente au niveau national, donc 500 personnes là aussi, tiens d'ailleurs, un jeu qui consistait à vendre de la Plutostone Company, c'est-à-dire on a découvert une pierre énergétique sur une planète lointaine, et voilà. Donc on est complètement déconnecté, avec des personnages d'ailleurs qui sont des personnages célèbres connus. On avait Lino Ventura par exemple dans notre équipe. Bon, donc tout simplement pour jouer ce décalage, et ça marchait très très bien. Pourtant, tous les indicateurs de jeu étaient propres au business qui était l'entreprise dans laquelle nous étions, puisque j'étais dans une entreprise, un petit marchand de pneumatiques pour ne pas le citer. Je suis à Clermont-Ferrand, je le rappelle. Donc, ce décalage est pertinent. L'autre anecdote en 5 secondes, moi, je rêverais d'un jeu, un jeu de commerce, hein, puisque je fais du commerce et de la vente, ça se voit. Ce serait un jeu du type les marchands phéniciens, les Génois, etc. J'avais vu un jeu il y a quelques années, mais ce n'était pas encore tout à fait ça. Moi, je suis en attente de ça, d'un univers comme ça où ben, on se retrouve au XVIe siècle. Et voilà. Donc, tu vois, ce décalage complet et en même temps des indicateurs de design de jeu qui font que c'est pertinent dans la réflexion actuelle, où le débrief, c'est vraiment une montée en puissance du transfert de compétences et de connaissances. Après, sur les éléments que tu indiques, moi je crois beaucoup, en fait c'est un de mes axes de recherche, c'est la recherche tout simplement, la recherche du bonheur, la recherche du rêve, la recherche du plaisir, la recherche de l'épanouissement, du développement personnel. En management et en commerce notamment, ce sont des êtres sensibles, les commerçants et les commerciaux, donc sensibles à leurs émotions et à ce qu'ils font d'eux-mêmes. Je pense que c'est un élément extrêmement important et je suis en train de travailler sur un autre petit projet sur la motivation des commerciaux. J'avais une petite conf en fin de journée hier avec mes interlocuteurs. C'est que justement, c'est un outil vraiment encore très important, la motivation, le plaisir, le travail collectif, etc. Et je crois, et donc ma réponse n'est que partielle, on est en train de creuser ça. Je pense que ces éléments sont des médiateurs ou modérateurs d'une performance qui est elle-même encore à évaluer. Est-ce que c'est la performance court de l'action? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que la performance long terme n'a pas tout intérêt là-dedans? Je crois que si. Donc, tu vois, pour aller dans ton sens, c'est au contraire quelque chose à creuser qui n'est pas encore très bien établi, même dans mon champ d'origine qui est le management des ventes. Merci. Deux questions d'Antoine. Est-ce que cet Oui, événement va s'institutionnaliser au sein des réseaux IAE et qui est à peu près qui se tient, c'est comment est né ce projet, oui. volonté d'un IAE, d'un groupe d'enseignants, comment ça se fait, ou Voilà, peut-être ben, des très étudiants simplement, eux-mêmes. oui, oui, très simplement, ben, c'est le réseau des IAE qui commence de plus en plus, enfin, qui se structure de plus en plus, qui, il y a un bon esprit, c'est très interactif. Donc c'est venu de la tête, hein, réseau des IAE, Laurence et Marie qui animent le réseau et qui ont proposé, ça fait déjà plusieurs années, ce type d'intervention collective, de jeu ou de moment de rencontre collectif, et qui a pris une forme très particulière à cause du Covid, ou grâce à lui, quelque part. Et oui, ça s'institutionnalise. Donc, tous les IAE peuvent y participer, naturellement. Vous aurez l'info, ce qu'elle va retourner. On a déjà la date pour l'an prochain, 20 janvier. Hein, on l'a déjà calé il y a une semaine. Donc, ça va se faire. Et bien sûr, chacun peut participer, même proposer des idées futures. C'est un réseau, moi, que j'apprécie vraiment de plus en plus. Parce que, ah ben, je vais répondre ça. Parce que, effectivement, il y a un bon esprit entre ces écoles de management. Les IAE, c'est des instituts d'administration des entreprises, c'est-à-dire des écoles de gestion des universités qui adhèrent en tant que telles. Toutes les universités ne sont pas adhérentes au réseau des IAE si leur IAE n'est pas identifié comme tel. Donc c'est vraiment quelque chose de très collaboratif et qui a pris comme ça. La mayonnaise a pris comme ça. Et cette année, ça a été vraiment emblématique d'une participation très élevée. Merci beaucoup. Une dernière question et ensuite on passera à l'intervenant prochain. Ikram demande, Oui, je vois. ouais, tu vois, voilà, je ne Ouais, sais pas si tu as la une référence. référence. Oui, c'est un des gros papiers sur la gamification des Nordiques, Ouattari, Amari. Je vais vous faire passer ça. C'est dans le papier, hein, de toute façon, mais je vais vous faire passer ça tout de suite. Pas de Ok. problème. Eh bien, merci beaucoup, Pascal, Merci à vous. pour ton intervention et les échanges qui ont suivi. Nous allons maintenant donner la parole à Pierre. Pierre, donc
Oui, tu seras bonjour. en grand intervenant. Bonjour Pierre, Bonjour. je coupe mon audio et c'est à toi. Alors, très bien. Alors, je vais commencer par un petit peu me présenter. Donc, je suis Pierre, je m'appelle Pierre Cardassia. J'ai un doctorat de philosophie où j'ai été spécialisé en logique du dialogue, sémantique des jeux, théorie de la preuve, métalogique, etc., etc. J'ai aussi enseigné la philosophie et je l'ai enseigné avec des jeux jusqu'au moment où aujourd'hui j'ai créé une société qui crée des escape games. Donc, je suis auteur de jeux, enfin, game designer d'escape games sur mesure pour les entreprises, les instituts pédagogiques pour la pédagogie et aussi les événements culturels. Par exemple, j'ai créé des escape games dans les musées, ce genre de choses. Avec le Covid, j'ai diversifié mon activité, donc j'ai transféré des jeux que j'avais créés en escape game virtuel, ce que j'appelle les hypertextual escape room, enfin bref, ce genre de choses. J'ai créé des jeux qui étaient justement pour aider les personnes à faire travailler sur la motivation durant le confinement pour les étudiants. Et je suis aussi auteur de jeux de société, puisque j'ai mon premier jeu de société qui devrait sortir en horizon 2022, si tout se passe bien, car là aussi, on prend du retard sur les playtests. Donc, avec un background comme ça, vous pouvez comprendre que la question de la preuve est une question qui me passionne. Mon intervention s'appelle Bons jeux pour mauvaises preuves, enfin des bons jeux qui font des mauvaises preuves et des mauvais jeux qui font des bonnes preuves, sachant que la question de la bonne preuve, ce n'est pas la question de la preuve qui prouve. Une preuve qui prouve, c'est une preuve. Une bonne preuve, c'est une preuve qui prouve et qui a tout un lot d'autres propriétés très utiles qui nous intéressent et qui nous intéressent, nous, en tant que personnes qui faisons des jeux, puisque des jeux pédagogiques, puisque nos preuves ne sont pas que des preuves de fonctionnement, ce sont aussi des arguments plus ou moins commerciaux ou des preuves de retour sur investissement qui sont des preuves un peu plus complexes. Et donc, quelles sont ces propriétés en plus qu'on veut? Les preuves, ça coûte de l'argent, ça coûte de la préparation, ça coûte du développement. On veut que les preuves puissent être comparées entre elles pour pouvoir dire que cette activité est meilleure qu'une autre. Et donc, ça demande des tas de propriétés en plus. Les preuves sont souvent construites sur des indicateurs, c'est-à-dire qu'on choisit un indicateur, et on regarde en entrée et en sortie si les indicateurs ont été améliorés ou pas. Et ces indicateurs, on peut les installer après coup sur un jeu déjà construit. J'ai un jeu construit, j'y mets des indicateurs, ou j'installe mes indicateurs au début de mon design de jeu pour pouvoir faciliter, en théorie, la prise d'information. Voilà à peu près la situation de base des choses. Et cette quête des indicateurs va interférer avec les jeux, si bien que parfois, des exigences qui sont données par les clients, je veux telle forme d'indicateur parce que moi, je mesure comme ça mes retours sur investissement, vont aller bousiller l'expérience qu'ils proposent qu'on construise. En toute bienveillance. Attention, les personnes ne se rendent pas compte des dangers qu'ils font courir à leur propre projet en choisissant les mauvais indicateurs parce que tout simplement, ils veulent comparer avec le voisin ou ce genre de choses. Et c'est donc à peu près de tout ça que mon article parle et ce dont j'aimerais vous entretenir aujourd'hui. Alors, les indicateurs, il y en a de plusieurs natures. Au moins 4, j'en ai noté au moins 4, qui sont différentes formes de performance qu'on va essayer de mesurer dans le jeu. D'abord, il y a la performance dans le jeu, hein, si je gagne, si je perds. Il y a la performance d'état de jeu. Ça va être très important parce que, bon, pour des tas de raisons. Il y a la performance hors du jeu, c'est-à-dire que comme on veut transférer des compétences à l'intérieur d'un jeu vers l'extérieur, il faut bien, à un moment donné, mesurer la performance hors du jeu. Et il y a la performance
du jeu en tant que jeu, à savoir est-ce que le jeu est amusant. Troisième, il y a une autre couche de performance, c'est la performance du produit, parce qu'on peut avoir de très bons jeux qui font de très mauvais produits et de très bons produits qui font de très mauvais jeux. Mais ça, on ne va pas trop en parler. Ces indicateurs, il faut les avoir en tête parce que parfois, ils se mélangent. Les performances d'état de jeu, par exemple, à quel point le joueur est conscient de sa progression dans le jeu quand il est en train de jouer, ça peut modifier son comportement de jeu. L'exemple que j'ai donné dans l'article, c'est la course cycliste. La course cycliste, sur le sprint final, savoir si les autres sont à 2 km derrière ou 100 mètres derrière, ça va modifier l'effort que le joueur va fournir, le cycliste, et ça va modifier son comportement, sachant que prendre l'information, s'il a l'information dans une oreillette ou s'il doit se retourner pour prendre l'information, ce n'est pas le même effort. Donc, il faut vraiment décider de quelles sont les informations que le joueur va avoir et comment ces informations vont modifier son comportement. Donc, voilà à peu près l'état de base théorique. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelques exemples de jeux qui correspondent aux définitions un petit peu paradoxales que j'ai données, à savoir des bons jeux qui font des mauvaises preuves et des... alors, attention, hein, comme je l'ai dit, bon jeu, mauvais jeu, c'est uniquement provoquant, c'est uniquement pour faire parler. On va voir en détail, j'ai envie de me fâcher avec personne. Alors, je vais commencer par vous parler de League of Legends. League of Legends, c'est un jeu de confrontation, d'arène, équipe de 5 joueurs contre équipe de 5 joueurs qui se battent les unes contre les autres. Je me demande même pourquoi je le présente tellement il est connu. Mais ce jeu fait énormément, il y a énormément de littérature et énormément de papier dessus. Pas parce que, enfin, bien sûr parce que c'est un phénomène de société, bien sûr parce qu'il y a un volume de jeu disponible, bien sûr pour toutes ces raisons-là, mais c'est aussi parce que nous avons une espèce de nouveauté qui est, une nouveauté entre guillemets, c'est que nous avons énormément de collecte de données. Des applications de collecte de données qui vont pouvoir faire aspirer toutes les données de partie, qui vont pouvoir permettre d'avoir des données très, très, très claires sur le jeu. C'est-à-dire que vous faites une partie d'échecs demain avec n'importe qui, il n'y a pas de collecte de données qui va vous permettre de connaître comment votre partie d'échecs entre dans l'intégrale des parties d'échecs du monde. League of Legends, ce n'est pas pareil. League of Legends, vous faites une partie, ça va nourrir les bases de données mondiales. Et donc, c'est du caviar pour tous les gens qui veulent faire des preuves dans cet univers. Parce que ça permet de faire du big data et de comparer toutes les choses. Et à partir de là, on imagine qu'on va pouvoir avoir des résultats généraux sur l'e-sport en règle générale. Le problème, c'est que c'est que dans toutes ces datas, il va falloir choisir les bonnes datas et qu'il y a des effets pervers. Nous avons des preuves qui sont construites avec des personnes qui, en quelque sorte, n'ont jamais regardé les parties. J'exagère un petit peu, mais comme ce sont des grandes données statistiques, ce qu'on va évaluer, c'est juste le metagame, en quelque sorte. Alors, quelques effets pervers. Je vais parler un peu en termes techniques. Il existe une stratégie qui est une stratégie de conservation du KDA. Alors, le KDA, c'est le ratio kill, def, assist. Le nombre de personnes que j'ai tuées, le nombre de personnes que j'ai... enfin, le nombre de fois que j'ai été tué et le nombre de fois que j'ai aidé les copains. A priori, dans un jeu où le but est de tuer les gens et de ne pas se faire tuer, c'est une bonne idée de vérifier cette donnée. On a l'impression que c'est un bon indicateur de est-ce que je suis en train de faire une bonne partie ou pas. Sauf qu'en vrai, quand on a dit aux joueurs qu'on les estimait là-dessus, qu'on les évaluait là-dessus, quand le jeu s'est mis à estimer les joueurs et à récompenser les joueurs en fonction de ça, pas uniquement de cet indicateur, parce que les gens de League of Legends sont assez intelligents, ils savent
que ça va poser des problèmes s'ils font que ça. On a vu se développer des comportements d'anti-jeu. D'anti-jeu, plutôt de préservation du KDA, à savoir, j'ai un bon ratio, donc je vais me remettre en retrait de la partie pour garder mes statistiques. Et qu'importe si finalement c'est perdu, parce que si la partie est perdue, c'est parce que les autres, c'est tous des gros noobs. Et oui, les personnes qui ont fait ces évaluations de jeu et qui tirent des conclusions sur League of Legends ont oublié un petit détail, c'est que League of Legends est un jeu connu pour avoir une des communautés les plus toxiques de l'univers. Et donc, vous avez des personnes qui tirent des conclusions sur l'intégralité de ce qu'on peut apprendre de League of Legends, parce qu'il y a des études dessus sur la ludopédagogie sur League of Legends, sans s'être rendu compte qu'ils prenaient à base un jeu dont la communauté est célèbrement toxique. Alors, naturellement, les gens de Riot essayent d'améliorer la situation, mais en termes de preuves, ça pose des questions, surtout quand on a des logiciels de coaching obligatoire, enfin automatiques, qui ne font que retranscrire le metagame actuel, plutôt que de donner les outils de sens et de compréhension des indicateurs. La morale de cette chose, je vais essayer de faire à chaque fois les morales générales. Chaque indicateur que vous indiquez et que vous mettez dans un jeu induit un mini-jeu dont les effets peuvent être contraires au sens du jeu que vous avez construit. Et donc, il faut que les gens aient le temps de bien comprendre ce qui se passe et qu'il y ait une bonne assimilation d'à quoi servent les indicateurs. Mon deuxième exemple auquel j'aimerais parler, et ça me fait presque de la peine de mettre ça dans la catégorie des mauvais jeux qui font des bonnes preuves, c'est 504. 504 de Friedman Frisse, qui, selon moi, est en quelque sorte l'échelle de mesure de germanitude d'un jeu. Alors, il faut que j'explique dans quel contexte, je fais jouer à 504 en ludopédagogie. Je fais ça quand j'ai des stagiaires dans ma société, des stagiaires game designers qui n'ont pas forcément les mêmes bases de discussion que moi, puisque mes stagiaires viennent souvent du monde du jeu vidéo et que moi, je travaille plus dans le monde des escape games en dur et du jeu de société. Et la différence entre jeu à l'allemande et jeu à l'américaine, ce n'est pas tout à fait la même si elle se recouvre. Et donc, je leur présente souvent la chose de manière suivante, c'est le problème de game design que nous avons et qui sépare ces deux écoles, c'est est-ce que les règles génèrent un monde ou est-ce que les mondes imposent des règles? Et 504, c'est quoi? C'est 504 jeux générés de manière modulaire à partir de modules de jeu. Donc, c'est une sorte de preuve en acte de ce que les règles génèrent des univers. D'ailleurs, le peu de thématisation qu'ils ont fait autour de ce jeu va dans ce sens-là. Alors, ça fonctionne comment? C'est un système qui est très intelligent de livres avec des modules qu'on complète. On a 504, c'est quoi? C'est 9 x 8 x 7. Donc, on a 9 modules. On en choisit un. On le met. Est-ce que ça va être le moteur d'économie? Est-ce que ça va être le moteur de victoire? Est-ce que ça va être le moteur d'amélioration de nos conversions? Donc, on en met un là. On en met un autre. Donc, il en reste 8 à choisir. Donc, on va en mettre dans une autre fonction. Et puis, on en choisit un troisième qu'on va mettre dans la dernière fonction. Et ça nous fait des combinaisons. 9 types de modules qui représentent 9 mécaniques de jeu différentes, comme le wargame, l'approvisionnement, la majorité, le jeu de course, le jeu d'exploration, le jeu de production, le jeu de contrôle de zone, le jeu d'enchères et le jeu d'action. Ça paraît complexe comme ça. Je me rends compte que c'est peut-être pas très clair ce que je raconte. Mais pour dire les choses assez simplement, c'est de la grammaire ludique mise à nu. Vous avez la structure du jeu qui est là, et c'est de la grammaire
la grammaire ludique. Si vous faites un jeu qui est moins bon sur ces thématiques-là qu'un jeu généré par des modules pas aléatoires, mais par des modules optimisés par Friedman-Fresseux, si vous faites un jeu qui est moins bon en ayant travaillé spécialement votre thématique, c'est que votre jeu est nul. Parce que vous êtes sous ce niveau-là. Et donc, c'est un jeu, on a des super débats avec mes stagiaires sur ce jeu, mais je vais vous avouer quelque chose de terrible, c'est qu'on n'y a jamais joué. Très souvent, après le débat, les joueurs, les personnes n'ont pas envie de jouer au jeu une fois qu'ils ont compris la chose. Et c'est donc ce que j'appelle le brouillard ludopédagogique. Il ne faut pas que quand vous créez un jeu, il faut que les joueurs, vous avez le droit de les perdre. Et il ne faut pas qu'ils sachent trop où vous voulez aller. Si la leçon, entre guillemets, la leçon, ce qu'il y a à apprendre, annule le passage par le jeu, alors c'est que le jeu ne sert pas à grand-chose. Surtout si les joueurs n'ont pas envie de jouer au jeu, parce que la leçon a suffi indépendamment. Et donc, il faut que vos joueurs aient envie de jouer au jeu, et donc il faut qu'ils aient envie de découvrir quelque chose. C'est pas toujours une bonne chose que les joueurs sachent trop où ils vont, surtout dans le monde des escape games, où la découverte de l'univers fait partie des choses. Quand vous dites à des joueurs, c'est un jeu, un escape game sur un tel sujet, eh ben, ils vont chercher certains éléments, et en cherchant certains éléments, ils vont peut-être pas forcément explorer toutes les possibilités, et enfin bref, ils vont s'enfermer dans un effet tunnel. Donc, on a vu que les indicateurs pouvaient parfois être très importants et faire des trop belles preuves. Les preuves sont trop belles et les jeux derrière ne suivent pas. Et naturellement, comme on n'a pas mis les bons indicateurs et qu'on a oublié les indicateurs pour voir si les jeux fonctionnaient, on est un peu triste. Mais il y a l'autre cas aussi, c'est-à-dire des jeux qui fonctionnent très bien, c'est-à-dire on a des super choses, mais quand on fait les preuves, on se dit « Oh là là, mais cette preuve-là, elle va me coûter trop cher à reproduire ou à comparer, et je vais avoir du mal à dégager ce qu'on appelle les effets spécifiques. » Un effet spécifique, c'est-à-dire pourquoi ce jeu plutôt qu'un autre. Et le premier de ma liste, alors je ne vais peut-être pas trop en dire parce que je sais qu'il y a beaucoup d'experts ici, c'est forcément le jeu de rôle, à savoir on arrive à dégager des effets, mais dire ce jeu-là est meilleur pour ce sujet que ce jeu-là, c'est très difficile. C'est très difficile principalement à cause de... je vais me servir du terme technique, à cause de l'autotélie. Le rêve, le fantasme, le désir un petit peu du jeu de rôle, entre autres, c'est d'avoir des systèmes pédagogiques qui se jouent tout seuls. On va me dire, non, l'animateur est important, etc., etc. Oui, bien sûr, l'animateur est important, mais l'animateur peut être pris dans le vivier des joueurs. L'animateur est un joueur parmi les autres. Alors, parfois, l'animateur est à la fois quelqu'un qui appartient à l'équipe pédagogique, etc. Bon, bien sûr, c'est vrai, mais parfois non. Et ce joueur, le maître du jeu, est un joueur qui a la même liberté que les autres, même s'il applique le système de jeu, il l'applique avec une certaine forme de liberté qui est la sienne. Et il a le droit d'envoyer le scénario dans le mur. Ça fait partie de ses droits essentiels. Le sens du jeu lui appartient. Alors naturellement, dans la plupart des cas, on n'envoie pas les scénarios dans le mur. Il faut des cas particuliers pour qu'on ait envie de le faire. Par exemple, moi, j'ai fait des conventions de jeux où on me refilait à jouer des scénarios qui étaient mal écrits. 2 minutes, Pierre. 2 minutes. Et donc, on prend des libertés face au scénario pour justement le sauver de lui-même. Comme le jeu de rôle est un jeu narratif, on a bien envie, quand on veut s'en servir d'un point de vue commercial, on a bien envie que les gens aillent vers les mêmes conclusions que nous.
Sauf que si vous forcez les joueurs à aller vers les mêmes conclusions que vous, ils ne vont pas avoir l'impression d'avoir leur liberté, ils ne vont pas avoir l'impression que le jeu leur appartienne, et donc ils vont avoir une mauvaise expérience, et ça va mal fonctionner. Et donc, instaurer un sens à la base au scénario de jeu de rôle, une destination où on doit aller, ce n'est pas la bonne manière de s'y prendre, et pourtant, ça fait partie des choses dont on aurait besoin si on voulait comparer les preuves entre elles. Et c'est très difficile à faire, parce qu'il faut le faire en respectant les joueurs et ce genre de choses. Un autre cas où j'aurais voulu parler plus longuement, c'est vraiment un peu la spécialité, c'est le modèle de pédagogie propre aux escape games qui est très différent, qui est vraiment très différent de ce qu'on a usuellement dans pas mal d'approches pédagogiques. C'est que les escape games sont par essence de l'ordre du one-shot. Alors, les jeux one-shot, c'est des jeux auxquels on joue une fois. Il n'y a pas que les escape games qui ont cette propriété, et on serait surpris de voir, par exemple, qu'il y a des jeux vidéo qui se jouent qu'une seule fois. Par exemple, il y en a un qui s'appelle One Shot, par exemple, qui mettent vraiment ça en scène, et que même les jeux de plateau, entre guillemets, s'y mettent via les formes de jeux qu'on appelle Legacy, qui ne sont pas One Shot, mais quelques shots. Ces jeux-là, comme l'expérience y est... Ah là là, je ne vais pas avoir le temps de finir. Ces jeux-là, d'un point de vue narratif, justement, comme ils sont à jouer une seule fois, on peut instaurer un sens avec une seule histoire, et on a l'impression que c'est un rêve de marketing et de commercial, de narration commerciale, de storytelling commercial, voilà, parce qu'on a l'impression que ça va permettre de faire ça. Et en vrai, c'est plus difficile, parce que tout simplement, il faut utiliser ce jeu pour que le caractère one-shot soit mis en scène et soit utile. Parce que c'est une forme, et c'est une forme, il va falloir que votre jeu soit différent du ticket à gratter, qui est le jeu one-shot le plus vieux du monde. Et donc, il faut choisir la bonne gamme d'expressions, la bonne gamme de sentiments pour que ces sentiments de perte liés au fait qu'on n'y jouera qu'une seule fois soient utiles. C'est ce qui va permettre de transformer d'avoir vraiment un jeu one-shot plutôt qu'une expérience one-shot qui n'est pas pareil. Parce qu'on se retrouve parfois avec des joueurs qui ont vécu une bonne expérience, mais qui se demandent toujours où est le jeu. Et ça peut être gênant. Voilà, conclusion. Merci, merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation qui a suscité beaucoup de discussions dans le fil. Voilà, on a senti quelques experts de certains jeux dont tu as parlé. Non, pas possible. Donc ça, encore une présentation qui montre un petit peu la richesse des personnes qui travaillent autour de notre champ de recherche. On a eu un peu d'histoire, on a eu des mathématiques, la philosophie. Pourtant, l'objet est abordé, enfin l'objet est le même, et abordé de multiples manières. Donc, alors, je te laisserai, je vais télécharger le fichier, tu pourras discuter, mais il y a à la fin Antoine qui fait un finalement. Donc je suppose que s'il dit finalement et qu'il pose sa question, ça doit être une sorte de synthèse de ces multiples questions précédentes. Donc j'ai posé la question où il y a le mot finalement. Donc Antoine dit finalement, pour toi Pierre, quels indicateurs préconises-tu pour les escape games? Alors attends, ça s'est décalé. Notamment ceux ou celles que tu construis. Et oui, on veut savoir, tu nous dis, mais toi, finalement. Alors, non, le fait est justement de se dire que tous les projets sont assez différents et qu'il faut bien connaître ses projets et les outils qu'on utilise. L'escape game que j'ai construit dans un musée, par exemple, je ne l'ai pas fait jouer. J'ai fait jouer des équipes, j'ai formé des équipes d'animateurs pour qu'ils le fassent jouer. Parce qu'il y avait énormément de personnes, c'est plus de 1000 personnes qui ont joué à ce jeu. Donc, je ne peux pas faire du prélèvement de données de manière aussi simple et je ne peux pas donner des questionnaires aux personnes. Alors moi, les personnes voulaient absolument
estimer l'apprentissage avec un questionnaire, j'aurais fait, mais non, attendez 30 secondes, vous n'avez pas demandé aux gens qui sont venus au musée librement de remplir des questionnaires sur leur apprentissage. Par contre, essayez de voir si les gens viennent, reviennent et les fréquentations. Ce qui est quand même assez étrange que ce soit moi qui dois faire ce genre de... Enfin bref. On s'est retrouvés à... je leur avais dit de préparer plus d'équipes et ils ont eu besoin de plus d'équipes et de plus de créneaux que ce qu'ils avaient prévu initialement. Et donc, là-dessus, on a fait ce genre d'estimations qui ont été faites. Alors après, pour les... comment ça s'appelle pour les escape games que j'ai construits dans des lycées, là, c'est autre chose. L'évaluation, ce qu'ils cherchaient à évaluer les élèves, c'était... ils cherchaient à intégrer faire des intégrations comme dans les écoles de commerce, mais dans des lycées. Essayer de faire des équipes et de voir comment ça fonctionnait. Là, ce sont plutôt les professeurs qui m'ont fait un retour sur questionnaire. Là, je pouvais faire un retour sur questionnaire avec comme indicateur d'observation, et bien tout simplement présence d'un professeur en tant que fantôme. C'était très bien parce que c'était des salles très noires où on avait fait des escape games noirs. Donc, il y avait quelqu'un qui se mettait enfin, il disparaissait pour l'oublier. Donc, ça permettait d'avoir des observateurs extérieurs. Donc, ça va vraiment dépendre les indicateurs vont vraiment dépendre de quels sont le projet qu'on veut faire. Voilà. Merci Pierre. D'ailleurs, je regarde aussi le fil de discussion. Il y a beaucoup de questions sur ton sujet, sur les indicateurs, mais moi, j'aurais tendance, parce que je te laisserai lire, mais je vais faire un lien avec ce qui est actuellement un petit peu à la mode en termes pédagogiques. Alors, il n'y a pas de critique sur le mot mode, c'est quelque chose c'est ce qu'on appelle les learning analytics. En ce moment, là, les guides Educause et puis Open Innovation viennent de paraître, 2021. On voit que les learning analytics sont toujours présents. Comment tu adaptes cette idée de learning analytics? Est-ce que pour toi, les indicateurs doivent être une sorte d'intégration du jeu et de la pédagogie, ou est-ce que, parce que là, tu sens, même dans ta question même, dans ta problématique, un petit peu les deux. Comment tu vois ces learning analytics? Est-ce que la dimension jeu est à intégrer ou pas? Qu'est-ce que tu penses de cette réflexion actuellement en pédagogie autour des learning analytics? J'en pense pas grand-chose parce que le problème ne s'est pas posé directement dans ma pratique. Et alors, il faut voir qu'à la base, ce que je fais sont des installations mobiles qui doivent être légères. C'est-à-dire que le créneau, c'est je crée à partir d'un lieu donné, à partir d'un lieu donné, je crée un jeu sur mesure afin de minimiser les coûts de développement du décor. C'est quelque chose d'un petit peu très commercial. Et c'est surtout pour ça, entre guillemets, qu'on m'appelle, c'est pour cette compétence technique-là. Les compétences pédagogiques, généralement, j'y suis revenu en quelque sorte parce que j'étais ancien professeur, parce que j'ai enseigné, donc on m'a demandé d'en faire, mais à l'époque où j'étais professeur, on m'a demandé de surtout pas en faire. C'est-à-dire que j'ai eu voilà, tout le monde sait que parfois ça passe mal, ce genre comment ça s'appelle, de choses. Donc, comme je suis très embêté à ce niveau-là, parce que tout simplement, j'ai eu des problèmes avec des institutions qui n'aimaient pas trop que je parle de ce genre de choses. Et donc, psychologiquement, je mets une certaine distance entre moi et certains débats. Merci Pierre pour cette présentation et ces échanges. Donc, je te laisse lire, tu verras, il y a eu pas mal de je vais essayer de choses. Et de toute façon, j'enverrai. Mais donc, nous allons passer à la troisième présentation. Donc, nous accueillons nos amis tunisiens, si je ne me trompe pas.
Donc, c'est ça, oui. Samé, Ikram et Afef. Donc, nous sommes très heureux et heureuses de vous accueillir. Donc, la présentation est en train de s'ouvrir. Voilà, c'est bon? Donc là, on voit pour l'instant, voilà. Donc, il faut que vous lanciez la présentation. Là, on a la version éditable. Voilà. C'est bon, là. Eh bien, nous sommes très heureux de vous accueillir et de vous écouter surtout. C'est à vous. Merci Philippe. Bonjour tout le monde. Alors, je suis heureuse aujourd'hui de partager avec vous notre expérience portant sur la formation des formateurs en ludopédagogie. Ce travail est préparé par mes collègues Ikram Bouhsine, Afef Belaïd et moi-même. Nous sommes toutes les trois enseignantes universitaires agrégées en économie et gestion au niveau des instituts supérieurs des études technologiques de Bizerte et de Rades en Tunisie. Nous sommes tunisiennes, Philippe l'a souligné. Et nous sommes aussi toutes les trois membres fondatrices de l'association de promotion des ressources pédagogiques qui gère la centrale des ressources pédagogiques. Alors, afin de faire le bilan en fait, de notre expérience aujourd'hui, nous allons commencer par présenter le contexte de l'étude. Nous allons nous étaler un petit peu sur la présentation de l'atelier de formation en ludopédagogie, objet de ce travail, un petit retour sur le cadre théorique et une présentation de la méthodologie de notre travail pour finir avec une discussion des résultats et bien sûr une petite conclusion. Donc, l'atelier de formation objet de ce travail, c'est un atelier qui porte sur la ludopédagogie et qui cible les enseignants universitaires et qui s'inscrit en fait dans les activités de la centrale de ressources pédagogiques. La centrale est la première centrale tunisienne en fait en matière de ressources pédagogiques universitaires. Elle est gérée par l'Association de promotion de ressources pédagogiques qui a été créée en 2015 et qui s'est dotée d'une mission d'appui à la pédagogie universitaire et à l'innovation. C'est dans ce cadre-là qu'au niveau de l'association, on lance chaque année un cycle de formation de formateurs dans l'objectif de contribuer au perfectionnement des connaissances et des compétences des enseignants universitaires en matière de pratiques pédagogiques innovantes. Et c'est dans le cadre de ces cycles-là que nous avons lancé avec mes collègues l'atelier de formation en ludopédagogie dans l'objectif en fait de contribuer à la diffusion de la ludopédagogie dans le milieu universitaire. Alors, pourquoi la ludopédagogie? Parce que nous-mêmes, nous sommes passionnés, nous portons un grand intérêt à l'apprentissage par le jeu pédagogique. Nous sommes conscients et convaincus que le jeu est une stratégie pédagogique qui permet de former autrement les étudiants et qui nous permettrait en fait d'apporter des solutions à des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui en matière surtout de démotivation des étudiants, de manque d'engagement. Et à ce titre-là, en fait, en pédagogie universitaire, la pertinence du jeu a bel et bien été démontrée, tel que le souligne Versat. Et nous nous sommes basés sur les avantages cités par Alvarez, tels que principalement l'augmentation de la motivation, le développement de l'autonomie. L'apprentissage par le jeu nous permet une meilleure différenciation pédagogique, une meilleure stimulation des interactions pédagogiques entre les participants et un développement d'un ensemble de soft skills grâce à un apprentissage par essai et erreur. Donc, pour répondre à la question comment peut-on sensibiliser nos collègues enseignants à intégrer le jeu dans leur classe et donc à développer ou à diffuser la ludopédagogie en milieu universitaire, nous assurons depuis 2019 un atelier de formation que nous avons intitulé « La ludopédagogie de l'animation ludique à la conception de jeux pédagogiques ». Alors, notre atelier, donc, il a été assuré depuis 2019 à 3 reprises au profit d'une 50aine d'enseignants universitaires de différentes spécialités, principalement management, marketing, mais aussi des enseignants d'informatique, de génie mécanique, de langue anglaise aussi,
donc à un public assez hétérogène. L'objectif principal de notre atelier est d'initier les participants à la ludopédagogie et de délivrer un contenu global qu'ils pourraient intégrer dans leur formation, aussi bien au niveau de l'animation par le jeu qu'au niveau de la conception de jeux pédagogiques. Donc, cet objectif général est décliné en 4 objectifs spécifiques. D'abord, découvrir la ludopédagogie, ensuite, analyser le pour et le contre de la ludopédagogie, conscientiser le mécanisme d'intégration du jeu en classe et concevoir son propre jeu pédagogique. Donc, pour répondre à ces objectifs-là, notre atelier est scénarisé en 4 séquences pédagogiques. Pour les 4 séquences, le déroulement se fait dans une logique où on cherche à ce que les enseignants expérimentent les jeux, vivent l'expérience du jeu en classe. Et nous nous sommes basés ici sur l'intégration du jeu en 3 temps de Tremblay, donc la préparation, l'introduction, l'animation et le débriefing. Donc, notre scénarisation suit à une petite activité, donc brise-glace, qui se base sur un jeu de photolangage d'une image vaut 1000 mots. Le premier jeu va nous répondre, en fait, de répondre à l'objectif premier, qu'est-ce que la ludopédagogie autour de la ludopédagogie, grâce à un jeu de cartes que nous avons intitulé « Qui perd gagne ». Le deuxième jeu est un jeu de rôle que nous avons intitulé « Avocat de l'ange, avocat du diable » et qui va nous permettre de répondre à la question entre le jeu et le sérieux, quel équilibre, et donc analyser ensemble le pour et le contre de la ludopédagogie. Le troisième jeu est un jeu de plateau. Il va nous permettre de répondre à l'objectif 3, comment intégrer le jeu en classe, à travers un jeu qu'on a intitulé APA ludique. Alors, APA pour dire avant, pendant et après, donc les 3 phases en fait de Tremblay. Et la 4e séquence pédagogique, c'est ce qu'on a appelé la valse du jeu et qui va permettre en fait aux participants de se mettre à l'œuvre et de commencer à expérimenter la conception des jeux pédagogiques en essayant de concevoir des mini-jeux qui seraient adaptés à leur propre cours ou à leur propre séquence de cours. Et nous, en tant qu'animatrices, on avait le rôle de les accompagner et de jouer le rôle de facilitateur. D'ailleurs, au terme de ces ateliers-là, on a pu avoir des mini-jeux qui sont conçus par les participants, qui ont fait objet d'évaluation et par la suite d'hébergement au niveau de la centrale de ressources pédagogiques. Voilà donc pour ce qui est de l'atelier, mais en fait, au-delà de la présentation de l'atelier, l'objectif de notre travail aujourd'hui, de notre communication, est de construire un bilan de notre expérience en partant des représentations des acteurs qui ont participé à l'atelier, afin d'apporter, dans une logique d'amélioration continue, les ajustements nécessaires. Donc, notre démarche pour réaliser cet objectif-là répond à la démarche du retour d'expérience en 2 temps. Une première évaluation à chaud qui va nous permettre de répondre à la question « Quelle satisfaction ?» et pour laquelle nous avons adopté une méthodologie quantitative via une enquête par questionnaire dont les données ont fait l'objet d'une analyse statistique via le logiciel SPSS. Et une deuxième évaluation à froid qui va nous permettre de répondre à la question « Quelle efficacité de notre atelier ?» pour laquelle nous avons adopté une méthodologie qualitative dont les données ont fait l'objet d'une analyse thématique déductive. Alors, on va commencer par l'analyse, par la première évaluation, l'évaluation à chaud. En fait, au terme de chaque atelier que l'on a fait, tous les participants sont amenés à répondre à un questionnaire. Pour rester un peu dans l'approche ludique, nous avons choisi que le questionnaire soit sous forme d'un mind map ludique et qui porte un ensemble de questions fermées, des questions fermées qui portent en fait sur principalement 4 axes. La satisfaction par rapport au contenu de l'atelier, la conformité des attentes des participants avec le contenu, la performance
acquises suite à l'atelier et les possibilités de transfert des acquis. 2 questions ouvertes sont également posées pour identifier les difficultés rencontrées et les pistes d'amélioration suggérées. Donc, les résultats de ce questionnaire-là nous ont permis en fait de conclure qu'on a une satisfaction en fait très intéressante. D'abord, 100% de satisfaction par rapport au contenu. Nous avons trouvé que 96% des enseignants participants à l'atelier confirment que la formation rencontre bien leurs objectifs. La majorité ont aussi confirmé que la théorie et la pratique qu'ils ont rencontrées lors de l'atelier sont conformes à leurs attentes. Et nous avons pratiquement 100% de nos participants qui ont confirmé aussi la possibilité de transfert des compétences acquises à d'autres personnes par la suite. Pour les questions ouvertes, la question portant sur les difficultés rencontrées nous a permis de collecter un ensemble de données qu'on a regroupées principalement en 3 difficultés. La densité qui a été perçue par certains enseignants, le rythme qui a été perçu par des enseignants surtout qui ne sont pas initiés à la pédagogie active et encore moins à la ludopédagogie, qui ont trouvé le rythme assez accéléré et qui ont jugé que l'hétérogénéité du public n'était pas très adaptée. Et donc, la principale suggestion d'amélioration qui a été proposée, c'est d'adapter le rythme de l'atelier à des enseignants non initiés à la pédagogie active. Je passe à l'évaluation à froid. Alors, l'évaluation à froid, théoriquement, elle est complémentaire de l'évaluation à chaud. Nous avons choisi et nous avons jugé pertinent de faire l'évaluation à froid un semestre après la formation pour donner l'occasion à nos participants de tester et de mettre en œuvre les acquis. Et pour la collecte d'informations, donc nous avons utilisé des fiches d'évaluation sous forme de guide d'entretien directif composé d'un ensemble de questions ouvertes qui sont centrées sur l'évaluation de l'efficacité de l'atelier, déclinées en 3 dimensions complémentaires et hiérarchisées, telles que préconisées par Gérard. Donc, les 3 axes ou les 3 dimensions, c'est d'abord l'efficacité pédagogique, qui est évaluée en termes d'atteinte des objectifs prédéfinis de notre atelier. La deuxième dimension, c'est le transfert des acquis et leur mise en œuvre, particulièrement dans notre cas par l'adoption du jeu en classe. Et le troisième axe, c'est l'impact de l'atelier en termes de résultats sur le terrain. Pour analyser les données, nous avons utilisé une analyse de contenu thématique. Alors, pour les résultats, les commentaires écrits des enseignants ont donné lieu à 216 unités de sens codés que nous avons classées en 2 thèmes principalement, l'appréciation générale de l'atelier et l'efficacité de l'atelier. Et il est clair ici que l'efficacité de l'atelier a obtenu donc l'importance la plus grande avec 83,8% des unités de sens codées. Donc, je vais commencer par le premier thème, l'appréciation générale de l'atelier. Et ici, nous observons facilement que les polarités positives sont largement supérieures. Donc, on a une seule polarité négative sur 35 pour les unités codées. Donc, un seul verbatim ici a été relevé. Si le nombre de participants est hétérogène, si le public est hétérogène, il est assez difficile de suivre au niveau de la formation. Pour les polarités positives, donc, nous pouvons dire facilement qu'il y a une appréciation globale positive. Nous avons quelques verbatims qui soulignent l'appréciation positive aussi bien sur le fond et la forme. Certains enseignants ont souligné que l'ambiance a été ludique, mais en même temps constructive. Plusieurs enseignants ont mis l'accent sur le caractère original, innovant pour eux du thème de la formation, et on a aussi souligné le fait que les jeux sont intéressants et sont motivants. Et la motivation, d'ailleurs, elle est revenue à plusieurs reprises pour confirmer que le jeu, en fait, a un pouvoir motivationnel et associe des mécanismes motivationnels. Et d'ailleurs, ce qu'on remarque ici, c'est que ce premier thème, en fait, il confirme les résultats de l'évaluation à chaud. Alors, pour le deuxième axe, l'efficacité de l'atelier,
Nous nous sommes basés ici sur les 3 dimensions préconisées par Gérard. Donc, on a utilisé cette grille de lecture-là qui nous a permis de conclure que l'efficacité pédagogique est la plus importante en termes d'occurrence avec 58,6% des commentaires écrits, suivi par le transfert avec 26% et en 3e lieu, l'impact de l'atelier. Donc, pour les 3 dimensions, l'efficacité de l'atelier a été jugée principalement en termes d'efficacité pédagogique. Et là, on constate et on arrive à conclure à partir des résultats que les objectifs de l'atelier et particulièrement les 4 objectifs spécifiques de notre atelier sont atteints. En effet, au-delà de la découverte de la ludopédagogie, les participants confirment qu'ils arrivent mieux à différencier certains concepts qui étaient confus. D'autres confirment que l'atelier et l'apprentissage par le jeu suscitent la motivation. Tout en expérimentant les jeux, dans les commentaires écrits, nous avons relevé que les participants soulignent le fait que même en expérimentant le jeu et en étant en pleine immersion dans le jeu, on ne perd pas de vue l'objectif pédagogique. Et on a aussi confirmé et apprécié la démarche rigoureuse en 3 étapes, conception, animation et débriefing. Pour la dimension transfert, nous confirmons à travers les résultats que les compétences acquises sont bel et bien mises en œuvre sur le terrain à des degrés différents. En fait, pour certains ateliers, le transfert se fait surtout via des activités qui sont plus ludiques, qui sont adoptées en classe, et des animations surtout plus ludiques quant à l'animation de leur formation ou de leur séance de cours. D'autres enseignants ont confirmé qu'ils se sont inspirés des jeux qu'ils ont vus dans l'atelier et qu'ils ont essayé de les adapter à leur séquence pédagogique et à leur module. En fait, on a voulu que les jeux qu'on utilise dans l'atelier soient des jeux cadres qui peuvent être facilement transférables. Et enfin, le verbatim qu'on a aussi relevé ici pour montrer que certains enseignants sont même passés à la phase conception de leurs propres jeux qui sont beaucoup plus adaptés aux spécificités de leurs cours et de leurs modules. Et enfin, pour la 3e dimension, la dimension impact de l'atelier. Alors, théoriquement, il n'est pas très facile d'évaluer l'impact en termes de résultats sur le terrain, mais pour nous, nous estimons que l'impact le plus important suite à la participation à l'atelier, c'est la posture réflexive qui a été adoptée par les enseignants participants. Et en effet, donc, on a relevé dans les commentaires écrits que pour certains enseignants, par exemple, la vision même lors de la création et lors de l'élaboration de leurs cours a changé. Pour d'autres qui sont beaucoup plus à l'aise avec la pédagogie active et avec la ludopédagogie, suite à l'atelier, ils sont confortés dans leurs choix et dans leurs orientations. Et on a relevé aussi plusieurs commentaires qui soulignent le fait que les enseignants sont de plus en plus dans la remise en question. Donc, ils se posent des questions, ils remettent en question et ils remettent en cause leurs anciennes pratiques traditionnelles, entre guillemets, et ils sont dans la réflexion sur le changement de pratique pédagogique. Voilà, donc pour… ça y est, j'arrive à la conclusion, c'est bon. Donc, pour conclure, nous avons voulu dans ce travail faire un bilan de notre expérience afin d'arriver à des pistes d'amélioration ou d'ajustement qui vont nous permettre de donner une formation encore plus adaptée. Donc, nous sommes passés par une évaluation à chaud et une évaluation à froid. Les pistes principales d'amélioration que nous avons relevées, c'est que notre formation sera désormais plus personnalisée. Nous sommes actuellement en train de travailler sur une nouvelle version de l'atelier déclinée en 3 niveaux, initiation, animation et conception, donc pour s'adapter à un public qui n'a pas en fait les mêmes prérequis et qui n'est pas aussi bien à l'aise au niveau de ces 3 niveaux-là. Et enfin, nous allons essayer de valoriser encore plus la phase débriefing, mais en adaptant des outils qui seraient aussi ludiques, tels que par exemple les débriefing cards, afin de nous rassurer que les participants vont sortir de l'atelier en se disant nous avons joué, mais nous avons surtout appris en jouant. Voilà.
Nous vous remercions et je me permets de partager avec vous le site de la centrale de ressources pédagogiques. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation et puis surtout pour ce projet qui fait envie finalement, parce qu'on se dit, mais tiens, s'il pouvait y en avoir d'autres, ce serait super. D'ailleurs, vous avez une de vos collègues qui a posté un message et qui serait certainement intéressée. Alors, on a deux questions qui sont sur le chat, plus une que j'ai reçue. Je vais commencer par celle que j'ai reçue, sinon je vais l'oublier puisqu'elle est sur le papier. Je pense qu'Ikram est en train de regarder les questions sur le chat, donc je vous laisserai répondre. Donc, celle que j'ai reçue concerne le transfert. Vous avez parlé effectivement de cet aspect réflexif qui, moi, personnellement, qui me paraît très, très important. Au-delà de ça, la personne qui m'a posé la question demande, est-ce que vous êtes allé aussi interroger les étudiants, des collègues qui ont suivi la formation, ou est-ce que les collègues qui ont essayé ont eh bien, interrogé un peu leurs étudiants, pas forcément dans un cadre scientifique, mais savoir un petit peu s'il y avait des ressentis étudiants. Donc ça, c'est la question que j'ai reçue. Puis ensuite, je pense qu'Ikram pourra répondre directement sans forcément que je les cite du chat. Tout à fait, je suis en train de suivre. En fait, j'ai noté toutes les questions. Je ne sais pas si Samer me permet, je vais répondre aux questions. Oui, Donc, bien sûr. à propos du transfert, en fait, on n'a pas fait de questionnaire pour les étudiants de nos collègues. Sauf que nos collègues nous ont fait un retour par rapport au retour de leurs étudiants. Donc, ce n'est pas formalisé, mais les étudiants, ils ont senti l'utilité et le plaisir de travailler en utilisant les jeux. Seulement, le retour n'est pas formalisé. On n'a pas fait des entretiens, on n'a pas, ou bien un questionnaire, ce n'était pas formalisé. Ça sera peut-être une autre étape. Il faut aussi souligner que nous-mêmes en classe, nous utilisons des jeux pour certaines séquences de nos cours et que le retour des étudiants est toujours très positif. En fait, personnellement, je redécouvre mes étudiants. Parfois, les étudiants, ils sont casés, je les cadre, je les mets quelque part, mais en faisant un jeu, je les redécouvre, je trouve d'autres compétences, un intérêt à l'apprentissage qui ne paraissait pas en utilisant une pédagogie, je dirais, transmissive. Pour les autres questions, il y a une question qui a porté sur l'évaluation, sur en fait l'utilisation de la méthodologie Cali et Conti. En fait, ce qu'on a fait, c'est une évaluation à chaud, qui est la première étape dans le modèle de... Alors, ça m'échappe, c'est merde. Donc, une évaluation à chaud. Et l'évaluation à chaud, on peut se permettre d'utiliser un questionnaire. On avait un échantillon assez suffisant. On avait une cinquantaine d'enseignants, et donc, on pouvait faire l'analyse statistique. Pour la deuxième partie, c'est-à-dire l'étude qualitative, en fait, il fallait faire une évaluation à froid pour pouvoir savoir s'il y a eu réellement ce transfert. Et donc, on a opté pour une méthodologie qualitative parce que, en fait, les enseignants qui ont bénéficié de la formation, on a voulu une réponse qui soit très profonde. Au début, en fait, on a pensé à un questionnaire, on a envoyé et on n'a pas eu assez de réponses pour pouvoir faire le traitement statistique. Du coup, on a donc transité vers le qualitatif, on a changé le questionnaire par des questions ouvertes et on a fait envoyer des fiches d'évaluation. On a pu obtenir, je pense, une douzaine de réponses et heureusement, les réponses qu'on a obtenues nous ont permis d'arriver à la saturation, c'est-à-dire que les réponses sont devenues plus ou moins semblables pour pouvoir tirer des conclusions. On nous pose la question si on va passer sur un projet d'équation structurelle. Sincèrement, pas pour le moment. En fait, pour passer aux équations structurelles, il faut des échantillons qui soient de l'ordre de 300 200 personnes et on n'est pas encore là.
Je crois qu'il y a une autre question qui a porté sur le travail en réseau. En fait, nous-mêmes, Semeh, moi et Rafef, en fait, quand on a conçu l'atelier, ou même la centrale elle-même, elle est partie d'une volonté personnelle de quelques enseignants, c'est-à-dire qu'on n'est pas financé, qu'on n'est pas soutenu ni par une administration, ni par un ministère, rien de tout ça. C'était une volonté de collaborer, de coopérer ensemble. On est dans le partage et on est surtout dans l'échange pour que les uns bénéficient des connaissances des autres. Donc, on est tout le temps dans la collaboration. Et puis, par la suite comme l'a précisé Samer, certains travaux ont été même déposés dans la centrale. Et notre centrale, elle est en open resource. Donc, si jamais quelqu'un serait intéressé par n'importe quelle ressource, que ce soit une étude de cas ou un jeu, il peut en bénéficier gratuitement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions que j'ai zappées. Merci beaucoup. Vous avez répondu à plusieurs questions finalement autour du partage, de la mise en réseau. Et j'aurais tendance à dire, est-ce que vous allez aller au-delà de la Tunisie, puisque vos cas pédagogiques, je sais que j'ai participé à plusieurs évaluations pendant quelques années. Oui. Est-ce qu'il y a une dimension un petit peu plus large? Vous visez une approche internationale? Oui, oui, on est dans l'approche internationale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on participe dans des manifestations internationales, à l'instar de cette manifestation. On est ouverte à toute collaboration de tout type. On est dans le partage, encore une fois. Juste à titre d'exemple, en fait, Philippe, on a participé avec le même atelier à un colloque international PAEAL en 2019, mais avec une version courte en fait de l'atelier et dont les résultats en fait on n'a pas intégré dans ce travail-là parce que c'était une version courte, donc les conditions n'étaient pas les mêmes. Il y avait plusieurs nationalités, il y avait facilement une dizaine de nationalités autres que des Tunisiens. Exactement. Eh bien, merci beaucoup pour votre présentation et les différents échanges. Je pense que on peut clôturer, si je ne me trompe pas, cette matinée.